Direct continue de vous présenter les têtes de liste régionales pour ces élections des 6 et 13 décembre. Aujourd'hui, on accueille Jean-Charles Colas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc tête de liste Le Rassemblement, qui est une liste qui regroupe les écologistes, le Parti de gauche Nouvelle Donne, Ensemble, et j'en oublie forcément quelques-uns. La nouvelle gauche socialiste. Voilà. Vous espériez profiter d'un effet COP21 avec ce sommet climatique organisé à Paris, mais on voit dans l'actualité que ce sont peut-être plus les thématiques de la peur et de la sécurité qui prennent le pas. Est-ce que l'actualité obère vos chances de passer la barre des 10%? Je ne pense pas. Effectivement, l'actualité des attentats a mis la COP21 au deuxième plan. En même temps, la COP21, ce n'est pas une actualité, c'est un enjeu pour des années et des années. Donc je pense qu'il est quand même dans la tête de beaucoup de gens. Au bon moment pour vous. Voilà. Il ne tombera pas au moins au bon moment. Je pense quand même qu'il nous reste une semaine et la COP21 a lieu. Donc il y a quand même dans tous les médias des débats sur l'enjeu du climat. Donc ça tombe quand même un petit peu au bon moment. Je ne suis pas inquiet sur le résultat. Je pense qu'effectivement les attentats sont mal tombés, mais non pas dans le sens médiatique, dans le sens que... Ça tombe toujours mal un attentat. Oui, mais c'est surtout que ça obère du débat démocratique. Ça a mis entre parenthèses pendant un certain nombre de jours la campagne électorale, avec plus ou moins de réalité. Et effectivement, ça masque certains enjeux pour en mettre d'autres qui ne sont pas des enjeux régionaux. La sécurité, c'est un enjeu national, c'est une compétence d'État, régalienne. C'est de l'ordre de la police et de la justice. Pour vous, il y a un amalgame dans la campagne ? Il y a certains candidats qui font l'amalgame, effectivement, alors que la région n'a pas ou peu de compétences sur l'enjeu de sécurité. Et à la limite, ce dont s'occupe la région, c'est les lycées, les trains, les gares. C'est des endroits qui sont plutôt sécurisés par rapport aux rues des villes ou aux parkings des supermarchés. On a aujourd'hui, ce sont des lieux fermés où il y a de la présence humaine, où il y a de la vidéosurveillance depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu plus de surenchère de certains candidats que de réalité. Quand vous dites certains candidats, affinez votre propos. On a vu, y compris pendant la période de deuil national, et donc où normalement tout le monde avait suspendu sa campagne, Laurent Wauquiez et Brice Hortefeux, bien présents sur les médias nationaux pour essayer de tirer leur épingle en jeu sur la question de la sécurité. Peut-être s'exprimer-t-il en parlementaire plus qu'en candidat au régional? Oui, en même temps, ils sont candidats. Donc, dans le débat démocratique qui est réglé par le CSA, c'est quand même des personnes, donc des candidats. Et puis ensuite, ils se sont exprimés sur des questions régionales. Mais vous, quand vous êtes en meeting et que vous parlez d'agriculture raisonnée, de bio dans les assiettes des lycéens, est-ce que vous avez l'impression que les gens décrochent parce que aujourd'hui, il ne faut parler plus que de sécurité, ou qu'il y a quand même encore un espace dans cette campagne pour parler de projets régionaux? Alors, non seulement je ne parle pas que de projets régionaux, je reviens effectivement sur ces questions d'attentats, mais peut-être en donnant d'ailleurs un discours un peu différent que celui qu'on entend majoritairement. Je réaffirme qu'on n'est pas en guerre, qu'aucun pays n'a attaqué la France, que la gestion de terroristes, quels qu'ils soient et quel que soit leur nombre, c'est une question de police et de justice parce qu'on est en République et en état de droit. J'étais pas pour la prorogation de l'état d'urgence et en plus ces déviances aujourd'hui m'inquiètent plus qu'autre chose. Par contre, je reviens sur effectivement l'enjeu régional. On va désigner une majorité régionale et un président de région qui vont avoir à mettre en œuvre des politiques qui concernent le quotidien des Auvergnats et des Rhône-Alpins et qui sont de l'ordre de la compétence régionale. Donc effectivement, je parle de transport, je parle d'agriculture bio, je parle de ces choses-là qui sont bien de la compétence de la région et du quotidien des citoyens. Cette semaine, puisqu'on a à quelques jours d'élection, j'aimerais quand même qu'on essaye d'expliquer aux électeurs cette nouvelle région, puisque c'est quand même la nouveauté du scrutin, Auvergne et Rhône-Alpes qui fusionnent. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de mieux pour eux, qu'ils soient en Auvergne ou en Rhône-Alpes? Alors je ne suis pas certain que la fusion des régions apporte du mieux ou du plus pour les Auvergnats comme pour les Rhône-Alpins. C'est-à-dire qu'on jumelle juste? Globalement, oui. Ça complique un petit peu les choses en termes d'organisation administrative, d'organisation politique. Ça va nécessiter sans doute que la région se déconcentre beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, parce qu'on ne pourra pas tout gérer de Lyon, c'est bien évident, donc il va falloir qu'on invente de la proximité. Moi, je me suis beaucoup exprimé là-dessus en souhaitant une territorialisation de l'administration régionale et une proximité réelle avec les citoyens, avec les entreprises, avec les associations. Donc ça va être un enjeu, mais qui va se construire sur plusieurs années. Ça va pas changer grand-chose. Ce qui peut changer un peu, c'est qu'on a deux régions un petit peu différentes, qui du coup seront ensemble. Pour prendre une question simple, les TER en Rhône-Alpes, c'est énorme. C'est effectivement 1500 trains par jour, c'est beaucoup de monde. En Auvergne, c'est un peu le désert, donc il va falloir encore plus faire de la solidarité territoriale. Et puis,
On a une grosse métropole, la métropole de Lyon, qui a beaucoup de pouvoir du fait de la loi sur les métropoles, et qui peut faire peur, non pas dans le sens c'est Rhône-Alpes qui va manger Auvergne, c'est dans le sens la métropole qui va capter l'essentiel des financements et des entreprises. Je crois que la région, du coup, va avoir encore plus un rôle à jouer pour l'équilibre et la solidarité des territoires. Aux gens d'Aurillac, de Saint-Flour, de Montluçon, que Lyon ne les dévorera pas tout cru? Je ne peux pas le garantir, parce que je ne vais pas non plus empêcher la métropole de fonctionner, mais par contre, il me semble que la région, du coup, doit faire le choix de ne pas arroser là où c'est déjà mouillé, et justement de mettre le paquet dans les territoires moins denses, les territoires plus ruraux. 80% d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de la campagne et de la montagne. Donc en termes de surface. Qui représente moins de 20% de la population aussi. Un peu plus quand même. Mais donc l'enjeu, c'est l'égalité des territoires et comment est-ce qu'on maintient des services publics, comment est-ce qu'on maintient des transports collectifs et en particulier ferroviaires, y compris dans les territoires moins denses. Ça, c'est de la responsabilité de la région. Et on va y venir, mais juste après, sur lioncapital.fr. Si vous nous regardez sur TLM, c'est la fin de cette émission. À demain. De retour sur lioncapital.fr. Vous évoquiez justement Jean-Charles Colas, donc tête de liste du Rassemblement, ces problématiques ferroviaires, puisque ça va être le premier gros dossier qui sera sur le bureau du prochain président de la région, quel qu'il soit d'ailleurs, renégocier une convention avec la SNCF. Vous êtes un expert sur ces questions de transport ferroviaire. La SNCF est plutôt sur une tendance à baisser le nombre de trains et à fermer des lignes, notamment les lignes avec peu de fréquentation, sont souvent le cas en Auvergne et dans une partie de Rhône-Alpes. Comment vous inversez ce rapport de force-là? Alors d'abord, je voudrais attirer l'attention sur que la volonté de la SNCF, ce ne soit pas que fermer les lignes peu denses, puisqu'ils proposent même de réduire fortement le nombre de trains entre Lyon et Saint-Étienne, ou dans le périurbain stéphanois ou grenoblois. Donc il y a... Mais avec des trains qui seraient potentiellement plus longs, moins de fréquence, mais des trains plus longs. Ou remplacés par des cars, voilà. Donc en fait, je crois que la volonté de la SNCF, c'est de diminuer l'offre ferroviaire parce qu'elle n'arrive plus à fournir et à répondre à non pas ce qu'on veut lui demander pour plus tard, mais ce qu'on lui demandait pour l'année dernière. Donc on a un vrai enjeu. Il ferait quoi le président Jean-Charles Colas? Moi, ma priorité, c'est le service public ferroviaire. Donc il est hors de question de supprimer des relations, il est hors de question de diminuer les fréquences. On a même des projets de réouverture de lignes ou de soutien à certaines lignes qui sont un petit peu fragiles. Après, la SNCF n'y perd pas d'argent puisque la région compense et paye le déficit. Et la différence de déficit entre une ligne très dense et une ligne peu dense, elle est quand même assez faible. Donc c'est pas un vrai débat. La question, c'est est-ce qu'on veut maintenir un service public de qualité sur la totalité du territoire? Moi, j'y crois. Donc, je pense que la région doit mettre le point sur la table par rapport à la SNCF en lui disant « je vous demande de faire ça et si vous ne voulez pas le faire, je suis prêt à le faire moi-même ». Donc vous créez... Moi, je pars du principe que si la direction de la SNCF n'est pas capable et refuse de mettre en œuvre le service public ferroviaire que nous souhaitons mettre en œuvre sur la totalité du territoire régional, nous lui proposerons donc de nous confier certaines lignes en gestion et en les mettant en œuvre par un opérateur public ferroviaire régional, je dis bien public. On ne peut pas de toute façon aujourd'hui ça n'existe nulle part, ça. Si, ça existe. Comment ça peut marcher? Ça existe dans plein de régions de France. Comment c'est finançable surtout? Ça existe sur la totalité de la région Bretagne, ça existe sur la totalité de la région Corse, ça existe sur certaines petites lignes qui étaient en dehors du réseau ferré national, en PACA, qui sont gérées par une régie publique régionale. Donc c'est tout à fait possible, ça existe dans d'autres pays européens. Donc on peut s'inspirer de ce qui marche en particulier ailleurs. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en Rhône-Alpes si la SNCF ne veut plus faire telle ligne ou telle ligne. Ça veut dire que les cheminots deviennent des fonctionnaires de la région? C'est pas des fonctionnaires parce que c'est un établissement public séparé. C'est exactement le même fonctionnement que la SNCF aujourd'hui, mais à l'échelle régionale. Mais non, ça coûte pas plus cher. Parce qu'aujourd'hui, la SNCF, quand elle fait une ligne, par exemple Bourg-Oyonnax-Saint-Claude, qui est une petite ligne qu'elle souhaite fermer, elle nous prend 22 € du train kilomètre. Donc la région compense le déficit quand on a enlevé les recettes. Demain, j'imagine qu'un opérateur public régional sera un peu moins cher que la SNCF et on compensera le déficit par rapport aux recettes. Donc je pense même que ça sera remplacer les trains par les bus. Parce qu'en fait, ça peut, financièrement, on peut se dire, pour certaines petites lignes, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher de faire un train qu'un bus. Si on transporte les passagers dans le même laps de temps, il est où le problème? Alors d'abord, on ne transporte jamais les passagers. Au-delà du fait que je m'adresse à un écologiste. Hein. Non, mais... c'est quand même une nuance de taille. Mais même d'un point de vue purement économique, il faut imaginer une ligne dans sa totalité. C'est clair qu'il y a des moments dans la journée où il y a beaucoup plus de monde dans les trains, puis des moments où il y a moins de monde. Mais les gens prennent parfois le train en heure pleine pour revenir en heure creuse et inversement. Si on supprime les trains et qu'on les remplace par des bus,
en fait, les gens reprennent leur voiture à 60 ou 70%. Parce que la voiture met le même temps de parcours que le bus et est quand même plus confortable que le bus parce qu'on est chez soi dans sa voiture. Donc en fait, le report modal ne se fait pas dans le bon sens. Et du coup, on les perd aussi quand ils prenaient le train en heure pleine. Et donc, on perd énormément en fréquentation. Donc c'est économiquement pas rentable. Alors évidemment, il y a un juste point de l'équilibre. Je ne vais pas vous dire qu'on va faire 150 trains par jour entre Bourg-en-Bresse et Saint-Claude, c'est clair. Mais je pense qu'on a intérêt à gagner des parts de marché et à chercher, y compris des voyageurs occasionnels qui payent bien leurs billets, en augmentant les fréquences plutôt qu'en cherchant à les diminuer. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est l'emploi, puisque vous avez cette proposition chiffrée, Oui. de dire 50 000 emplois. Vous êtes un des rares d'ailleurs candidats à chiffrer précisément un volume de création de postes. Comment vous créez 50 000 emplois? C'est des emplois aidés finalement, comme Pas la du France en a toujours produit? Non, alors c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de semaines à rencontrer les fédérations d'employeurs, les réseaux d'entreprises et tous les responsables. Il y a des vrais marchés aujourd'hui où on peut créer de l'emploi de proximité non délocalisable. Il y en a plusieurs. Le plus gros, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. On ne peut pas envoyer votre logement se faire rénover en Asie pour qu'il revienne après. Donc c'est obligatoirement des artisans sur place. Après, il y a deux solutions. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que l'habitant ait du pouvoir d'achat à consacrer à Exactement, mais il l'a potentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié des logements qu'on a rénovés en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 4 millions de logements à rénover et on en rénovera au mieux 100 000 par an. Donc pour les 20 ans qui viennent, la première moitié des logements sont des temps de retour sur investissement qui sont courts pour de l'immobilier, c'est-à-dire inférieurs à 20 ans. Ça veut dire que l'économie produite par la rénovation thermique des bâtiments permet de rembourser la dépense sur moins de 20 ans. Et donc le seul enjeu... En ce moment, vu la crise et notamment la crise du pouvoir d'achat, est-ce que les gens ont une visibilité sur 20 ans? Le seul enjeu, c'est qu'ils puissent accéder au crédit gratuit sur 20 ans. Aujourd'hui, ils n'accèdent même pas au crédit payant puisque les banques privées ne prêtent plus ni aux petites entreprises ni aux particuliers si vous n'avez pas l'argent de côté équivalent en épargne. Donc il y a un vrai enjeu à créer une banque publique régionale d'investissement qui permette aux copropriétaires, aux propriétaires d'accéder au crédit et de se lancer. Quand vous faites 20 000 € de dépenses dans votre logement pour le rénover thermiquement et que vous économisez 2 000 € de dépenses énergétiques par an, en 10 ans, c'est amorti. Donc c'est rentable, on le sait. Il faut organiser le service public pour qu'il y ait le diagnostic qui soit fait et que ce soit facile pour le propriétaire de se mettre en contact avec des entreprises artisanales et pas des grandes entreprises qui feront de l'emploi détaché. Et ensuite, il faut accéder au crédit pour que ces dépenses soient mises en route. Et là, on peut créer des dizaines de milliers d'emplois puisque aujourd'hui, on doit rénover environ 15 000 logements par an en Rhône-Alpes, Auvergne, et l'enjeu, c'est d'en rénover 100 000 par an. Je voulais maintenant aborder ce qu'on appellera la politique politicienne et votre alliance, notamment avec le parti de gauche. Si on se réfère aux dernières élections régionales, là vous êtes crédité dans les sondages d'un score qui est moins bon que celui que vous faisiez individuellement vous et même quasiment le parti de gauche. Comment vous expliquez que cette alliance finalement, elle ne marche pas électoralement? Alors d'abord, j'attendrai le sondage grandeur réelle du 6 décembre pour en tirer une analyse. Pour l'instant, vous êtes on a du mal à comprendre. 10, entre 7,5 et 10. Mais les sondages sont contradictoires d'une région à l'autre, donc on a vraiment du mal à comprendre. Je pense qu'on est tous... Ça vous serait pas au 17 annoncé? Ah non, mais c'est clair. On est tous en baisse nationalement, qu'on soit écolo tout seul ou en rassemblement, etc. Parce qu'il y a effectivement une baisse de la gauche et des écologistes globalement, qui n'est pas obligatoirement perdante à tous les coups, mais qui est en baisse par rapport à ce qu'on a connu en 2010 et en 2004. On verra le rapport de force. Moi, j'attends de voir quelles seront les conditions du deuxième tour pour décider ce qu'on fera au deuxième tour. On a l'impression que, et vous les écologistes, et vos alliés du parti de gauche, vous avez quand même complètement déboussolé votre électorat et qui ne s'y retrouvent pas tous. Quand on prend les sondages et qu'on les analyse un peu dans le détail, 60% des électeurs écologistes des dernières régionales ou des dernières européennes vont sur votre liste le rassemblement, et pareil, 60% des électeurs du PSG vont sur votre liste rassemblement. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de déperditions. Oui, mais c'est le cas aussi dans les régions où on n'est pas ensemble. Les autres régions où il y a des listes Europe Écologie Les Verts tout seul, indépendamment des stratégies d'alliance. Tout à fait. C'est une perte en ligne qui vient, à mon avis, de plusieurs choses. D'abord le contexte national, à long terme, et la politique du gouvernement qui, en reniant toutes ses promesses, a nui à l'ensemble de la gauche et des écologistes et déboussole les gens. Et puis il y a le contexte conjoncturel avec les attentats où on a, on va dire, une droitisation sur les termes sécuritaires avec un renforcement du Front National et en même temps
on va dire, un soutien au gouvernement qui peut bénéficier à quelques candidats. Justement, la liste socialiste, on va en parler, parce que même si vous n'êtes pas au score que vous espériez pour le premier tour, finalement la clé du second tour, elle est dans votre électorat, puisque avec un mauvais report de voix, Jean-Jacques Kérane est à égalité avec Laurent Wauquiez, avec on va dire 70% du report de vos électeurs. Ça veut dire que finalement c'est peut-être vous qui pouvez faire élire ou ne pas élire Jean-Jacques Kérane ou Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez envie de faire alliance avec Jean-Jacques Kérane? Il y a quelques mois, vous nous disiez c'est pas automatique, vous en êtes où Non, aujourd'hui? c'est toujours pas automatique. Ça dépend évidemment d'abord, ce qui est important à dire aux électeurs, c'est que c'est eux qui décident du résultat du premier tour. Et donc c'est eux qui choisissent le poids qu'on aura, quoi qu'il en soit. Et ensuite, cette alliance n'est pas automatique, elle dépendra de la possibilité ou non de la gauche et les écologistes de battre Wauquiez au deuxième tour. Pour l'instant, il y a un bloc gauche à 40-41% selon Oui. différents sondages, ce qui se recoupe. Mais seulement 37 à 36% de voix pour Jean-Jacques Tout à Kérane. fait. Mais ça peut permettre de battre Wauquiez. Donc après, moi j'attends, je vous dis, les résultats réels plutôt que les sondages, parce qu'ils peuvent être légèrement différents, voire extrêmement différents, comme on a vu par le passé. Ensuite, ça dépendra aussi d'éventuelles discussions Mais si on est dans une configuration, comme le montrent les sondages, avec un bloc gauche à 40, un bloc droite à 37, est-ce que l'alliance, elle devient inévitable? Elle devient possible, parce qu'effectivement, Wauquiez est l'ennemi public numéro un, vu sa difficulté à faire des propositions concrètes pour le quotidien des Auvergnats et Rhône-Alpins et d'être en permanence sur des thématiques nationales. Manifestement, c'est un homme politique hors sol, qui fait beaucoup de communication politique, mais qui ne sait pas ce que c'est que la politique, c'est-à-dire la gestion réelle. Donc c'est un adversaire. Donc il est possible qu'on s'allie du coup, si on a une possibilité de gagner avec les autres listes de gauche, Parti socialiste, Parti communiste ou d'autres. Est-ce qu'on le fera? Ça dépendra aussi de la possibilité des autres de discuter avec nous. Et ben, c'est ce qu'on suivra, je pense, à partir de dimanche dans la nuit et lundi jusqu'à mardi où vous devrez déposer les listes. On est un rassemblement, donc on a mis en place une assemblée représentative qui est un peu le parlement politique du rassemblement. Et il se réunit dès dimanche soir pour travailler à tout ça et ce sera une décision collective où les citoyens auront toute leur place. Et vous en serez informé sur lyoncapital.fr. Lyoncapital.fr aussi, vous retrouverez tous les autres candidats à ces élections régionales qui vont venir ici où on va aller à leur rencontre pour parler. Tous, sauf pour l'instant, le Front National, puisque Christophe Boudot refuse de nous répondre. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.